Donc, bonsoir, merci à tous les participantes et participants à ce webinaire sur la décarbonation de la zone industrielle de Fos-sur-Mer. Merci également à tous les intervenants. On se présentera en début de chacune de nos prises de parole. Donc, je vais commencer par le faire. Donc Jean-Christophe Agnel, moi je suis militant ELV depuis 4-5 ans et je suis co-animateur d'un des groupes locaux sur Marseille, le groupe local Cœur de Marseille. En termes de gestion de ce webinaire, on vous propose quelques petites règles assez simples et assez classiques. Pensez bien à éteindre vos micros lorsque vous ne parlez pas pour éviter les bruits parasites. On a prévu une intervention qui va durer aux alentours d'une heure, avec ensuite une deuxième partie qui permettra d'échanger sur les sujets dont on aura parlé pendant l'heure précédente. Et enfin, donc, on a également prévu d'enregistrer le webinaire. Donc, si certains d'entre vous ne souhaitent pas apparaître, on va dire en clair sur l'écran, pensez à déconnecter vos caméras. Voilà, et également, on a souhaité faire ce webinaire avec nos amis dunkerquois, puisque bien qu'étant situés les uns et les autres à 2 kilomètres Hello. de la France, on a des problématiques qui sont relativement proches sur cette question-là. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Je vous propose donc qu'on démarre et je vais vous partager hop, le diaporama qu'on va utiliser pendant toute la soirée. Alors, hop. Voilà, donc comment va se dérouler nos interventions respectives? Donc très rapidement, un point sur le contexte. Les projets qui sont en cours sur la zone de Fos-sur-Mer, donc ça c'est à peu près 15 minutes. Les procédures de concertation qui sont en cours et qui vont avoir lieu, encore un quart d'heure. Et ensuite, on passera le relais à nos amis de Dunkerque qui pourront témoigner de ce qui se passe sur leur territoire. Et enfin, on terminera sur quelle pourrait être une position des écologistes sur ces questions. Alors, la zone industrielle de Fos-sur-Mer, c'est un territoire sur lequel on a une concentration élevée d'activités à risque. Vous voyez la petite carte, hein, sur un territoire, sur une surface assez réduite. On a 14 sites Céveso, dont 12 sites qui sont seuil haut Céveso. Voilà, donc autant dire que nous aussi, on a une concentration d'activités à risque sur un territoire assez réduit. Cette zone industrielle de Fos, c'est un poids lourd de nos émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez sur le petit graphique qui est sur la gauche de l'écran, le secteur industriel en France, c'est 18% des émissions. Et on voit que les émissions de l'agriculture et liées à l'occupation de nos bâtiments ont des proportions assez proches de l'industrie dans les émissions de gaz à effet de serre, avec un secteur qui se détache vraiment, qui est celui des transports, puisqu'il représente pratiquement le tiers de nos émissions. Et donc, si on s'intéresse plus spécifiquement à ces 18% d'émissions liées au secteur industriel, la zone industrielle de Fos-sur-Mer, c'est le deuxième site le plus émetteur de gaz à effet de serre en France et représente un quart des émissions de CO2 du secteur industriel en France. Donc, un quart des émissions du secteur industriel est concentré sur ce petit territoire de la zone industrielle de Fos-sur-Mer. Et enfin, sur notre région, sur la région PACA, la zone industrielle de Fos, c'est 40% des émissions totales de gaz à effet de serre. Voilà. Donc vraiment, si on s'intéresse à la décarbonation
et à l'objectif de neutralité carbone à l'échéance 2050, on ne peut pas passer à côté de cette question de la décarbonation de cette zone industrielle. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a été désignée par le gouvernement comme devant devenir une zone industrielle bas carbone. Alors, cette zone industrielle de Fos-sur-Mer, elle a aussi, enfin, les activités qui prennent lieu sur ce territoire, elles ont des impacts sanitaires qui sont non négligeables. Les données qui sont présentées sur ce petit graphique proviennent d'une étude participative en santé environnementale qui a été financée entre autres par l'ANSES. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur le territoire de Fos-sur-Mer, donc des petits bâtonnets qui sont en bleu le plus clair, on a une prévalence d'un certain nombre d'affections qui est largement supérieure à ce qu'on constate en moyenne sur le territoire français. Vous voyez qu'en matière de cancer, on a un taux qui est pratiquement le double à Fos-sur-Mer qu'ailleurs en France, et que cette proportion est encore accentuée chez les femmes. Même constat pour le diabète. Et on voit aussi que sur ce territoire, on a une proportion très élevée de la population qui souffre d'affections chroniques respiratoires. Voilà, donc des impacts sanitaires qu'on ne peut pas négliger et des impacts sur les écosystèmes qui sont eux aussi relativement fréquents et massifs. Là, sur cette diapositive, on a mis juste quelques exemples de pollutions qui ont été recensées dans les dernières années et qui ont pu affecter notre environnement. Pour ceux qui suivent un peu ces questions, vous avez peut-être su qu'ArcelorMittal avait été mis en examen il y a cette semaine, en ce début de semaine, justement par rapport à la gestion de son site de Fos-sur-Mer. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour ces éléments de contexte et donc on va commencer à passer en revue les différents projets en cours sur Fos-sur-Mer. Merci Jean-Christophe. Merci surtout donc à toi et au groupe local Cœur de Marseille d'avoir pris l'initiative de ce webinaire. Donc personnellement, donc Stéphane Copé, natif de Dunkerque où j'ai vécu toute ma jeunesse, et ensuite un bon moment à Toulouse et depuis 15 ans donc marseillais, donc Cœur de Marseille, adhérent écologiste depuis 25 ans et investi surtout depuis maintenant près de 10 ans dans France Nature Environnement, Bouches-du-Rhône, pour lequel j'ai eu l'occasion donc de participer aux différentes concertations qui ont été lancées successivement donc sur les différents projets industriels donc qui ont émergé sur Fos-sur-Mer, dans une logique qui était plus ou moins celle qu'avait dessiné le port dans un exercice qui a été mené précédemment et auquel j'avais participé, qui s'appelait l'OASI, pour orientation d'aménagement de la zone industrielle ou portuaire, où le port avait essayé d'imaginer comment accueillir de nouvelles industries dans une logique soi-disant un petit peu économe en termes de consommation de terre. Il faut quand même savoir que, et ça on y reviendra tout à l'heure, je pense, avec Étienne, le développement du port se traduit aujourd'hui par 709 hectares au titre des PEN, projets d'intérêt national et européen, qui viennent en déduction, j'allais dire, du quota national du ZAN, du zéro artificialisation nette, alors, à la fois en déduction pour ce qui est des différentes régions, mais pour nous, évidemment, en plus, par rapport à ce qui sera en plus artificialisé pour les besoins d'infrastructures et de logements par ailleurs. Alors, vais présenter quelques fiches assez rapidement. Ce n'est pas exhaustif parce qu'il y en aurait pour trop longtemps, mais je dirais qu'on a les projets les majeurs, j'allais dire, dont certains qui ont fait l'objet déjà de concertation, d'autres sont déjà en phase d'enquête publique ou qui ont déjà obtenu des permis de construire, ce qui ne veut absolument pas dire que ces projets se réaliseront, puisqu'ils sont, je dirais, tous subordonnés quand même à des équations techniques et économiques particulièrement délicates.
Alors, le premier projet qui nous a été présenté, c'est celui que vous avez sous les yeux, d'une méga usine de fabrication de panneaux solaires sur le site, donc en pleine zone industrielle de Fos-sur-Mer, sur la Darse centrale. C'est le projet qui est présenté comme pouvant accueillir le plus d'emplois de tous les projets qui présentés. 3000 emplois annoncés, emplois directs, hein. Et ce qui nous a d'ailleurs fait, euh, je dirais, émettre une première réserve sur le fait que positionner 3000 emplois au fin fond, j'allais dire, de la zone industrielle portuaire de Fos, qui est partie très éloignée, comme vous le savez, de tous les lieux de résidence des salariés et autres connexions routières, autoroutières et lignes ferroviaires, c'est quelque part une hérésie. Donc accès difficile, forte consommation d'eau, hein, pour les besoins de construction de ces panneaux solaires, dont la moitié, dit-on, pourrait être récupérée. Un gros questionnement évidemment sur l'origine des matières premières. C'est vrai que ça semble vouloir participer de manière très forte à comment on appelle ça? J'ai toujours le mot qui me vient sur l'autonomie, je dirais, industrielle du territoire, mais n'empêche qu'il faut aller chercher quand même les matières premières ailleurs. Et surtout, un gros doute sur le modèle économique, parce que ceux qui ont suivi ce sujet savent que le prix des panneaux solaires chinois a été divisé par 10 récemment, donc ce qui rend encore moins compétitif la fabrication de panneaux français ou européens. Donc un avis assez réservé quand même sur ce projet, donc des associations qui ont participé à la concertation. Je dis des associations, je fais tout de suite une parenthèse. Heureusement qu'on aura des choses plus positives qui vont nous être présentées par Étienne tout à l'heure, mais les concertations sur ces projets se sont déroulées quasiment exclusivement sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer, voire sur les 2 ou 3 communes voisines, et n'ont intéressé, entre guillemets, que 2 ou 3 associations locales, plus France Nature Environnement, assez peu d'élus locaux autres que les élus des communes concernées et les représentants du port et timidement ceux de la métropole et de la région. Alors, deuxième projet qui nous a été présenté, alors c'est pas le deuxième dans l'ordre, celui-là est venu un peu plus tard, mais je l'ai ordonnancé un peu comme ça. Mediterra, un projet de transformation en fait d'un terminal actuel de GNL, oui, de gaz naturel liquéfié en terminal d'ammoniac. C'est-à-dire que pour participer à la décarbonation, il faut de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un peu compliqué à transporter. Donc, l'idée, c'est de le transporter par bateau sous forme d'ammoniac et donc de fabriquer de l'hydrogène et de l'ammoniac en grande quantité, par exemple en Amérique du Sud, où on a des taux d'ensoleillement apparemment très importants, et d'arriver donc sur Fos avec ces bateaux et de stocker cet ammoniac qui ensuite soit qui sert à alimenter des industries en France, et notamment sur le sud de la France, industries qui sont déjà alimentées en ammoniac, mais avec de l'ammoniac qui provient du nord de la France, et ou soit transformé en hydrogène immédiatement. Là, un avis assez défavorable carrément des associations, dans le sens où, pour nous, ça participe très peu à la décarbonation, c'est-à-dire que rien ne nous garantit que l'ammoniac soit de l'ammoniac bas carbone. D'ailleurs, le fournisseur le dit lui-même. Et ensuite, ça ne participe absolument pas donc à l'autonomie, je dirais, industrielle de la France ou de l'Europe, puisqu'on importe, c'est du produit d'importation. Donc, fiche suivante, on a H2V. Alors, H2V, donc on a un projet H2V sur Dunkerque, ça c'est le projet H2V sur Fos, c'est les deux projets. Là, ça fait partie des 2 grands projets qui sont des immenses projets de fabrication d'hydrogène. 3 TWh d'électricité nécessaires, donc c'est-à-dire 8% de toute la consommation régionale, et beaucoup d'eau pour produire 0,8 millions de tonnes d'hydrogène, c'est-à-dire 8% de la consommation nationale. C'est-à-dire que ça a beau être un immense projet,
ça ne couvre qu'une partie de ce qui est aujourd'hui la consommation nationale d'hydrogène. Et là, donc, je fais tout de suite un petit couplet sur le fait que à quoi ça sert l'hydrogène. Ben, l'hydrogène sert aujourd'hui, hein, dans l'industrie, l'hydrogène gris, hein, c'est-à-dire fabriqué essentiellement à base de vaporeformage de gaz naturel. Il sert pour 45% au raffinage du pétrole et pour 45% à des explosifs et des engrais. Donc on peut déjà, quand on voit ça, se poser la question de l'opportunité de continuer à produire autant d'hydrogène. En tout cas, bon, là il s'agit de remplacer l'hydrogène gris par l'hydrogène soi-disant vert, ou en tout cas, ou rose, en tout cas bas carbone. Euh, Sachant que, donc, je dis bien, on fait peu référence donc, à la sobriété. Petite parenthèse, les autres utilisations nouvelles de l'hydrogène, donc proposées également par H2V, c'est pour fabriquer des carburants pour le maritime, donc pour les navires, puisqu'il y avait l'idée d'en fabriquer aussi pour les véhicules terrestres, des trains, des autobus. On peut dire que les expériences menées en Europe aujourd'hui, bah, les gens sont plutôt sur le recul là-dessus. Et sur les avions, a priori, c'est pareil. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir des avions voler à l'hydrogène. Donc l'idée, c'est plutôt le carburant pour les navires. Donc là, un avis assez défavorable des associations par rapport notamment à la consommation d'eau et d'électricité. On reparlera tout à l'heure de la somme des besoins en électricité. Et donc on enchaîne tout naturellement sur Gravity, c'est ça? Gravity qui est l'autre grand projet de fabrication d'hydrogène, donc sur Fos-sur-Mer, couplé à une fabrication de fer réduit, c'est-à-dire que l'idée, donc là aussi on a une énorme consommation d'électricité, mais on importe également beaucoup de minerais de fer, donc qui viendraient, alors personne ne le dit, mais plus ou moins visiblement en substitution de ce qu'importe aujourd'hui ArcelorMittal. Et donc c'est un projet qui est soutenu par les dockers. C'est le seul projet où les dockers se positionnent assez fortement parce que ça leur crée de l'activité. Donc on a eu quelques prises de bec, j'allais dire entre guillemets, avec les dockers sur ce dossier, puisqu'on s'est positionné en tant qu'association relativement négativement sur ce projet, et donc les dockers ont mal compris en tout cas notre positionnement. Donc là aussi, quand on fait la somme des deux projets qu'on vient de voir, ben on nous dit que bien sûr ça nécessite une nouvelle ligne à très haute tension, donc entre Fos et Nîmes, pour mieux mailler le réseau, alimenter donc la zone de Fos-sur-Mer et sécuriser globalement le territoire, y compris quand on voit émerger les data centers qui sont également des gros consommateurs d'électricité. J'essaie d'accélérer parce que je pense que je dois commencer à déborder un petit peu de mon temps. Néocarbe, transformation d'hydrogène, dont de l'hydrogène importé, hein, donc notamment par les projets Barmar. Barmar, ça veut dire Barcelone-Marseille. Donc c'est le projet d'un gros gazoduc, j'allais dire hydrogénoduc, entre l'Espagne et la France. Et qui, donc Méditerra est un autre projet, donc on l'a dit tout à l'heure, d'hydrogène importé sous forme d'ammoniac. Et donc, transformation de cet hydrogène en e-méthanol donc pour les bateaux ou en e-kérosène pour les avions, sans garantie, je l'ai dit tout à l'heure, que l'hydrogène soit vert, ni que le projet contribue à la souveraineté, je retrouve le mot, énergétique. Donc là aussi, un avis relativement réservé des associations sur ce projet Néocarbe. Et si on enchaîne avec le troisième dans la série, quand on fait la somme un peu, on a dit de Gravity, Neocarb et Mistral. Mistral, c'est le projet de Marcegaglia. C'est un Italien qui a racheté récemment le site de production d'aciers spéciaux d'ex-Ascométal et qui veut transformer ce site en production massive de fer, non plus spéciaux, d'aciers spéciaux, mais d'aciers classiques. Donc en utilisant toute cette chaîne, vous voyez du coup un petit peu une partie du bassin de Fos-sur-Mer où on aurait donc la concomitance donc de ces trois industries
sachant qu'entre les deux, la zone qui n'est pas indiquée, c'est le grand projet de fabrication de panneaux solaires entre la zone bleue et la zone rouge à l'écran, et le terminal portuaire, donc servant donc à acheminer l'ensemble des marchandises nécessaires, hein. C'est ce qu'on appelle le terminal minéralier aujourd'hui de Fos, qui est en grande difficulté suite à la mutation de la centrale thermique de Gardanne, qui, voilà, et à la baisse d'activité d'Arcelor. Le four à électrique d'ArcelorMittal, j'essaie de présenter ça sous une logique voilà, un petit peu industrielle. Donc ça, c'est le projet, on va dire, un peu concurrent, on va dire, des précédents, c'est-à-dire dans l'idée qu'ArcelorMittal continuerait à investir sur le territoire. Rien n'est moins sûr, à mon avis. Donc leur idée, leur projet, c'est, à part quelques aménagements de très court terme, c'est de réaliser remplacer un haut fourneau par un four à arc électrique. Là, j'en dis pas plus, puisque c'est un des projets qui font partie de la grande concertation qui est lancée, dont nous parlera Étienne. La ligne à très haute tension en Camargue, dont je viens de l'évoquer, donc vous avez une image, alors qui n'est pas celle fournie par RTE, Réseau de transport d'électricité, c'est celle qui a été reconstituée par le collectif qu'on a constitué. Quand je dis on, c'est donc France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, avec un certain nombre de ces associations, mais aussi avec pas mal d'autres structures culturelles et des agriculteurs, hein, comme on le dit. Ça, on rassemble de la LPO à la FNSEA, hein, ce qui est quand même une sacrée performance en matière d'association, avec une position qui est à peu près identique à celle de tous les élus locaux du territoire, qui est une opposition forte, pour pas dire virulente, à la création de cette ligne aérienne en Crau et en Camargue, et d'autant plus virulente que nous avons présenté, nous continuons à présenter, je l'ai encore fait hier après-midi en Conseil de développement du Grand Port Maritime de Marseille, une solution alternative, donc qui passe notamment par une solution enterrée dans les digues, derrière les digues du Rhône et des canaux qui relient le Rhône à la zone de fosse, et également une relance du projet RTE qui s'appelle Midi-Provence, qui visait à relier, qui normalement devait être réalisé pour 2020, à Port-la-Nouvelle, donc en Occitanie, à Fos-sur-Mer, pour là aussi mailler le réseau électrique. Donc là, on attend beaucoup. Donc il y a eu une concertation dite Fontaine sur ce dossier. Concertation Fontaine, c'est une disposition privilégiée dont bénéficie Réseau de transport d'électricité pour réduire, j'allais dire à sa plus simple expression, la concertation. Donc une première réunion où on trie quelques associations et interlocuteurs sur le volet, on présente un projet, éventuellement quelques alternatives, petite réunion intermédiaire, on arrive à la réunion finale où le préfet tranche et dit voilà le fuseau le moindre impact. Donc ce qui s'est produit effectivement en région. Le 27 septembre dernier, donc le préfet de région, qui a été changé depuis, a présenté le projet, a défini les fuseaux de moindre impact, mais en même temps a conditionné quand même toute décision sur le sujet au lancement d'un débat public de zone, hein, dont nous parlera Étienne, et qui vise à remettre à plat un petit peu l'ensemble de toutes voilà, de toutes les aménités, enfin de tous les besoins en électricité, en eau et autres sur le territoire par rapport à tous ces projets. Rhône décarbonation, donc c'est un tout autre projet dont la concertation va se dérouler en parallèle, n'est pas intégré dans le débat public de zone, à capter, alors il y a un projet similaire à Dunkerque dont on va nous parler tout à l'heure, hein. Donc là, on va capter le CO2 produit par la plus grosse cimenterie nationale apparemment, qui est dans Rhône-Alpes. Donc on utilise ensuite une canalisation le long du Rhône qui est actuellement désaffectée pour faire circuler ce CO2 sous pression, pour l'amener sur Fos-sur-Mer, pour le liquéfier, pour le mettre ensuite dans des bateaux, a priori, et pour aller le séquestrer ailleurs. Sauf que le projet Rhône décarbonation
s'arrête au terminal qui s'appelle Callisto, hein, qui est dans le cadre d'un grand projet Callisto, dont on sait qu'il est que les associations environnementales italiennes sont particulièrement remontées contre ce projet Callisto. Donc on aura sans doute un avis très, très prudent sur ce dossier, puisque quand on regarde à la simple lunette, j'allais dire, de ce qui se passera en France, bon, après tout, on peut se dire, c'est peut-être pas si idiot que ça, sauf que la suite de l'histoire nous interpelle beaucoup. Donc en termes de transport maritime et de séquestration. Et je sais plus, oui, on a encore une fiche. Alors là c'est un gros projet. Alors lui, c'est un projet qui est le plus gros projet porté par la maîtrise d'ouvrage publique du Grand Port maritime de Marseille, qui est un projet de plateforme d'assemblage d'éoliennes géantes. Donc, et de construction des flotteurs pour accueillir ces éoliennes, soit des flotteurs métalliques, soit des flotteurs béton. Alors, les flotteurs béton, il faut beaucoup plus de matériaux, il faut beaucoup plus de main-d'œuvre. Et donc, les dockers sont vraiment très favorables à ce projet. Nous, sans doute beaucoup moins. Euh, et donc, ces éoliennes, alors après, ce sont des industriels qui vont venir s'implanter sur cette plateforme pour construire et assembler leurs éoliennes et les monter sur les fameux flotteurs. Vous savez qu'il y a donc en Méditerranée puis quatre parcs d'éoliennes géantes, puisque leur taille, ça va être celle de la Tour Eiffel. Chacune de ces 18 éoliennes au total, je crois, qui vont être construites donc en Méditerranée. Les projets sur Fos-sur-Mer, ah oui, la liaison routière Fos-Salon. Donc là, je remonte un petit peu dans le temps. C'était la première concertation à laquelle on a eu l'occasion de participer il y a déjà maintenant 3 ans, je crois, pas loin. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le site, vous savez que cette zone de Fos-sur-Mer, aujourd'hui, elle est desservie. Alors, on le voit à l'extrême gauche du plan, une petite route grise là qui s'appelle la départementale 268 qui vient se connecter sur le rond-point de la Fossette. Et de là, il faut qu'on rattrape la commune de Fos-sur-Mer pour avoir retrouver la nationale 269 qui remonte vers Istres et Miramas et Salon pour se connecter à l'autoroute A7. Cette route est aujourd'hui très fréquentée par des camions. Donc, c'est pas que le volume de trafic justifie forcément d'en faire une autoroute, mais c'est que le taux de camions présente des risques et une accidentologie qui est quand même relativement globalement importante et des congestions ponctuelles. Euh, et donc, il y a un projet qui est de cette liaison routière. Donc, on a eu droit à un vrai débat public à l'époque qui a été plutôt bien conclu par l'ancien préfet de région, qui a dit que ben, l'État prendrait tout son rôle là-dedans, mais qu'il appelait aussi les collectivités territoriales à jouer le leur en matière de transport ferroviaire et de transport de personnes. Et attention, il y a de l'écho, fermez bien vos micros, j'ai quasiment fini de parler. Et donc ce projet, ben, clairement, va être à nouveau un petit peu remis en lumière. Donc, par rapport sur ce dossier, j'en dis pas plus. Côté FNE 13, on n'est pas forcément contre le projet s'il reste dans des proportions très limitées, c'est-à-dire si c'est pas une autoroute de bout en bout, mais s'il est plutôt réalisé à l'économie et surtout s'il ne prend pas en compte le fameux barreau des étangs que vous voyez en bas, plutôt à droite, au milieu, quoi, qui est en fait une espèce d'autoroute qui viendrait surplomber l'étang de la Valduc et l'étang de Langrenier, qui sont des sites qui sont relativement préservés de toute urbanisation actuelle et sur lesquels d'ailleurs, la population de Fos s'était élevée contre un projet de couverture en panneaux solaires de ces étangs avec construction là aussi d'une usine à hydrogène qui était prévue dans ce secteur. Je crois que j'ai à peu près Ouais, ça dit. y est, c'était la dernière diapo, Stéphane. Merci. On n'a pas trop débordé, un petit peu quand même. Maintenant, c'est Étienne qui va nous parler des différentes procédures de concertation qui sont
sont en cours ou qui vont être lancés. Merci beaucoup Jean-Christophe pour l'invitation. Merci à tous de votre présence. Moi, je vais effectivement me présenter. Je m'appelle donc Étienne Balland, je suis basé à Marseille, je suis délégué régional de la Commission nationale du débat public pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je précise que assiste aussi à la réunion, participe à la réunion de ma collègue Anne-Marie Royal, qui est ma consoeur et mon alter ego sur les Hauts-de-France. Et donc, il pourra sans doute éclairer aussi le sujet des concertations en cours ou à venir sur Dunkerque. En deux mots, donc, je ne sais pas très bien quelle est votre connaissance de la CNDP, donc je serais ravi de répondre à des questions. Là, je vais faire très court. On existe encore, on a envie de dire, puisque la nuit dernière, le vent du boulet a soufflé très 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 près, mais on est toujours présent. On est une structure, une autorité administrative indépendante, donc qui ne reçoit pas d'ordre ni du gouvernement, ni des industriels, ni des associations. On est neutre et indépendant. Et notre mission, c'est d'appliquer l'article L 121 du Code de l'environnement, qui découle directement de l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui est à votre écran là, et qui stipule deux droits. Alors pour ceux qui connaissent, qui ont un peu l'architecture et l'archéologie juridique, vous savez sans doute que tout cela vient en fait du principe libre de la Déclaration de Rio en 1992, qui posait en fait trois droits en matière d'environnement, trois droits d'accès, on les appelle les droits d'accès, donc l'accès à l'information, l'accès à la participation et l'accès à la justice en matière d'environnement. Donc en France, on a appliqué ces droits à la suite de la signature de la Convention d'Aarhus en 1998. Donc, Aarhus découle directement du principe 10 de Rio et notre article 7 de la Charte découle directement de la Convention d'Aarhus. Euh, Et la CNDP est le bras armé, en quelque sorte, de ces droits, en l'occurrence, surtout des droits information et participation. Le vocabulaire de cet article est important, mais bon, ouais, on peut passer, tu as raison, ça ira plus vite. Si vous avez des questions, on y répondra. Les principes de la CNDP, indépendance et neutralité, ça c'est très important. Les tiers qui organisent les débats ou les concertations, parce qu'il y a plusieurs formules, sont indépendants et neutres. Donc, ce qui expliquera aussi que ce soir, ni Anne-Marie ni moi, par exemple, n'allons prendre parti en faveur ou en défaveur d'un projet, d'une option, d'une politique quelconque. Nous sommes là pour établir en fait les cadres de confiance dans lesquels l'expression est possible, le débat est possible et chacun peut faire son avis. On a un principe de transparence, mais on va plutôt regarder surtout ce qui est en dessous de la diapo, dans le bas de la diapo. Principe d'argumentation et d'égalité de traitement, c'est un petit rappel peut-être pour vous tous, mais dans le débat public ou la concertation, c'est pas qui vous représentez ou combien de personnes vous représentez ou qui vous êtes qui compte. Ce qui compte, c'est l'argument. Donc il y a une égalité de traitement de tout le monde. Le président d'ArcelorMittal a le même pouvoir que le riverain d'ArcelorMittal. C'est la même chose, c'est-à-dire il a le même accès à la parole, mais en revanche, il a aussi la même obligation, c'est lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il donne son avis, c'est d'argumenter cet avis, de le fonder, d'expliquer pourquoi. C'est assez simple, en gros, dans le débat public, on peut tout dire à partir du moment où on dit pourquoi. L'inclusion, c'est aussi peut-être un point important. La CNDP, c'est pas seulement des débats, des réunions publiques en soirée, etc. Il y a beaucoup d'autres dispositifs. Aujourd'hui, concrètement, le débat public, il va à la rencontre de tous les publics. Et il attend pas simplement, il fait pas seulement, il n'invite pas seulement les personnes à une réunion à 18 h, il va vers les personnes partout où elles sont pour leur donner la possibilité d'exercer leurs droits. Donc ça veut dire sur les marchés, dans des cantines professionnelles, dans les écoles, dans les maisons de retraite et j'en passe. Bref, là où on peut aller porter la possibilité de s'exprimer. Si on passe à la suite tout de suite, je vais vous présenter en gros d'où vient et à quoi va ressembler ce débat public global qui démarre la semaine prochaine, puisqu'il démarre le 2 avril. Il va se dérouler jusqu'au 13 juillet. Donc Stéphane a déjà donné pas mal d'éléments sur les projets de façon comme ça un peu individualisée. Le principe de ce débat, c'est que justement, c'est la volonté de la part du législateur de finalement de changer un peu de braquet et de ne plus faire des concertations successives, projet par projet, lorsqu'en fait ces projets contribuent à la même logique, à la même politique, notamment de réindustrialisation d'industrie verte. Donc ce dispositif, il est créé par la loi Industrie verte.
Euh, je ne vais pas détailler ce qu'il fait, mais le point important, c'est que cette loi propose un nouveau dispositif. C'est octobre 2023, la loi Industrie verte. Décret d'application en juillet 2024, saisine par le préfet de la CNDP, comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure, à la suite, ou peut-être Stéphane, je ne sais plus, pardon, à la suite de la concertation Fontaine sur la THT. Et voilà, donc c'est un dispositif particulier qui est déclenché de cette façon. Attention, le point important, la logique de ce dispositif, c'est que, en gros, on prend un train ou un bus, comme vous voulez, et on met dedans tous les projets qui sont en capacité d'aller en concertation, en débat public, même s'ils ne sont pas exactement au même niveau de maturité. On verra après dans le détail. Une fois qu'on a fait ça, le débat doit parler d'une vocation. Ça, c'est extrêmement important. C'est la vocation du territoire qui y est discutée, qui est débattue à travers les différents projets. Une fois que cette vocation est admise et retenue, ah, il y a un bruit. Une fois que cette vocation sortie du débat est admise et retenue par l'État, alors dans les 8 années qui suivent, tous les nouveaux projets qui n'étaient pas connus au moment du débat, mais qui concourent à cette vocation, sont dispensés par principe de toute concertation ou de tout débat public. Donc la logique du législateur, il faut bien la comprendre, il s'agit de faciliter, accélérer, et d'une certaine manière, de faire en sorte que si vous rentrez dans la vocation déjà débattue, vous n'avez pas besoin de refaire un débat. Évidemment, si c'était aussi simple, ce serait inconstitutionnel, c'est-à-dire que ça ne respecterait pas les droits du public de l'article 7 que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc il y a un filet, une clause de sécurité, une clause de filet, comme vous l'appelez comme vous voulez, une clause de rattrapage, qui fait que dans tous les cas, ces projets-là devront quand même saisir la CNDP, et la CNDP devra dire si oui ou non elle applique la dispense, ou si au contraire, elle estime que ce projet, qui n'était pas connu au moment du débat public, porte suffisamment d'enjeux pour faire l'objet d'une concertation. Alors, je me permets d'insister un peu, c'est un petit détail, vous allez me dire, c'est un détail très procédural, mais c'est très important pour vous tous qui êtes sensibles à ces sujets-là, de bien saisir la logique du train qui passe une fois, et après, pendant 8 ans, en théorie, le train ne repasse pas, quoi, pour le dire comme ça. On peut passer à la diapo suivante, si tu veux bien. Voilà. Ouais, ça s'affiche pas chez moi, c'est bon pour vous? Là, je pense que c'est pas la peine de faire un très long exposé là-dessus. En fait, à Dunkerque, mais à Fos vraiment de façon singulière, je pense que c'est vrai dans les deux situations. On a des concertations, des débats publics depuis en gros une vingtaine d'années, et avec une accélération très forte depuis les ordonnances de 2016, dans lesquelles tous les projets industriels, y compris de taille moyenne, font l'objet de concertations avec des garants. Donc vous avez les grands projets qui peuvent faire l'objet d'un débat public ou d'une concertation avec garant, et tous les projets moyens, de taille moyenne, qui peuvent faire des concertations avec garant. Et en plus de ça, vous avez ces concertations par projet, vous avez aussi des concertations plus globales, je pense à l'OASIP par exemple, qui est vraiment sur les orientations d'aménagement de la zone industrielle au portuaire, qui est déjà une concertation d'ensemble. Et puis, on ne va pas oublier les concertations pérennes, c'est-à-dire les dispositifs de dialogue ou de discussion locale entre autorités publiques, porteurs de projets, sociétés civiles, qui existent sur le territoire de Fos et qui sont aussi assez nombreuses. Un point important, ce que l'on retient et ce qu'on a entendu sur beaucoup de ces dernières concertations, bah, c'est notamment que justement, on manquait de cette image globale, de cette agrégation des projets qui permettait de se faire un avis sur l'ensemble finalement, sur l'équation d'ensemble. Et c'est bien l'objet en fait du débat. Donc, quelque part, ce débat, il est attendu. Pardon, juste, je fais un dernier petit point, excuse-moi Jean-Christophe, sur la diapo d'avant. Le débat, Ouais. il est à la fois attendu pour qu'on ait cette image, pour qu'il construise cette image d'ensemble, et en même temps, il vient après une certaine fatigue des publics. C'est-à-dire qu'à force de faire des concertations sur tous les projets, à un moment donné, les salles se vident, les participants sont fatigués, on a l'impression qu'on redit les mêmes choses. À chaque fois, on voit une concertation sur un projet et on n'a pas l'image globale en termes de création d'emplois, besoin de mobilité, utilisation de la ressource en eau, etc., etc. Évolution du risque industriel. Bref, donc on est un peu un paradoxe entre une attente forte et une certaine fatigue qui est ressentie sur le territoire. On va continuer. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail de la saisine. C'est assez simple, hein.
La loi industrie verte, elle prévoit qu'on discute d'une vocation à l'intérieur d'un territoire délimité et homogène. Ce territoire délimité et homogène, c'est Fos-Berre. Toutes les communes, en gros, sont concernées par le port, les industries et le pourtour de l'étang de Berre. Mais en réalité, il y a des projets, et ça, c'est un point intéressant déjà à noter dans le débat. D'ailleurs, Stéphane l'a déjà un peu dévoilé. C'est qu'en fait, il y a des projets qui sont liés au développement industriel de Fos, mais qui touchent à d'autres territoires. Donc, on l'a vu tout à l'heure sur la THT du côté du Gard et du Pays d'Arles, mais il y a aussi des projets de stockage, enfin de production, de stockage et de transport d'hydrogène sur le territoire du Val-de-Durance. Donc, il y a des territoires qu'on va appeler des territoires liés au territoire délimité homogène de Fos-Berre. On peut passer. J'espère que jusqu'à présent, c'était à peu près clair. Ça va commencer à devenir un peu plus compliqué. Euh, Comment on fait pour mettre tous les projets sur la table? Ben, c'est très compliqué parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau de discussion. Donc là, ce qui est à l'écran, c'est un peu le cœur de la saisine, c'est-à-dire c'est des projets qui sont suffisamment matures pour rentrer en concertation préalable ou débat public, c'est-à-dire le moment de ce qu'on appelle nous la participation amont, avant le dépôt de la demande d'autorisation, et qui n'ont donc pas encore fait l'objet d'une procédure et qui rentrent dans la participation maintenant à travers le débat public. Vous avez 6 projets qui sont les 6 plus gros, qui sont en haut, qui relèvent justement de la procédure industrie verte, permis sur la industrie verte. Donc, de façon officielle, ces 6 projets sont dans le débat public, mais on y a ajouté les porteurs de projets qui voulaient ou qui pouvaient mener leur concertation préalable en parallèle. Je suis désolé si ça se complique un peu, mais en gros, on a essayé de trouver les moyens pour que la promesse faite au public d'avoir l'image d'ensemble soit bien tenue. Et donc, d'autres projets qui sont connus, qui sont assez mûrs, même s'ils ne peuvent pas être dans la première catégorie parce qu'ils ne relèvent pas de la même catégorie juridique, bah, ils sont quand même dans la concertation. Donc, vous avez en gros 9 projets qui sont dans procédure de concertation amont pendant ce débat public. Je ne détaille pas, mais en gros, vous voyez, il y a de la sidérurgie, il y a de l'hydrogène, il y a de la logistique, il y a du CO2. Donc, il y a déjà pas mal d'ingrédients. Et puis après, vous avez l'ensemble des autres projets industriels et logistiques qui contribuent à la vocation. Et on en ajoute, en fait, vous allez voir les diapos qui suivent, en gros, on va arriver quasiment à une cinquantaine de projets au total. Ce qui est assez considérable, en fait. Alors là, vous avez une image des 35 que l'État a retenus dans son dossier de saisine, c'est-à-dire qu'il nous a dit, l'État, voilà, moi j'estime qu'en gros, si je fais le tour de tous les projets qui sont mûrs pour être discutés, les voilà à peu près tous. En réalité, on va en ajouter encore quelques-uns que l'État n'a pas souhaité mettre, mais qui sont en fait suffisamment mûrs pour nous, ou qui sont peut-être un peu latéraux, qui paraissent un peu décalés, mais qui, à notre avis, du point de vue de la CNDP, sont nécessaires en termes d'information du public. Bon, je vous laisse regarder très très vite les choses. Vous allez retrouver les 9 que vous avez vus avant, bah, vous allez les retrouver dans leurs différentes filières. Là, vous avez l'ensemble des filières, parce que l'État a classé par filière, ce qui est plutôt pratique. Et vous avez en bas tous les projets qui sont un peu. Alors, vous avez la logistique, vous avez au milieu en bas les infrastructures d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter les projets et la vocation d'un territoire en parlant seulement des projets industriels et logistiques, sans parler des projets d'accompagnement, notamment de mobilité, d'urbanisme, de logement, etc. On va passer à la diapo suivante. Euh, en carte, ça donne ça, les 35 projets du débat. Donc c'est assez important. Euh, Vous voyez les deux départs vers l'est et vers l'ouest, hein, nord-ouest la THT, nord-est vers le Val-de-Durance, et puis la concentration des projets sur le pourtour de la zone portuaire. On peut passer. Enfin, le débat, euh, pour pouvoir passer des projets à la vocation, comprenez bien qu'il ne suffit pas juste d'ajouter les projets et puis de se dire, bon, ben voilà, à la fin, ça donne ça. Il faut avoir une entrée un peu plus thématique. Donc aujourd'hui, voilà les thématiques sur lesquelles le débat va porter. Il y a forcément, la première thématique, il y a forcément la question des process. On a bien vu, je crois, dans ce qu'a dit Stéphane, que le positionnement des assos peut varier aussi en fonction de quels matériaux on parle, de quel usage des matières, quelle nouvelle matière aussi. On a parlé d'ammoniac, par exemple. L'ammoniac est une matière qui est encore peu présente, relativement peu présente en tout cas sur le port. Comme c'est une façon, l'ammoniac est une façon de transporter de l'hydrogène, puisqu'on ne transporte pas l'hydrogène, c'est trop coûteux, trop compliqué de le passer à une très très faible température. En fait, on le transforme en ammoniac pour le transporter.
et ensuite on le retransforme en hydrogène. Donc ces logiques-là amènent des stockages d'ammoniac extrêmement importants, qui n'est pas une molécule complètement neutre du point de vue environnemental, notamment du point de vue des risques. Bon, ça c'était juste un petit exemple parmi d'autres, mais voilà. Regardez un peu au fond des choses, et vous avez bien compris que presque toutes les filières posent question aujourd'hui. La filière sidérurgique pose des questions à la fois économiques, de rentabilité, de process, des questions aussi environnementales importantes. On a là une industrie qui cherche d'une certaine manière à renouveler son outil de production en le décarbonant avec différents moyens, hein. Ça peut se discuter, bien entendu. Beaucoup de projets hydrogène dans un contexte où le marché de l'hydrogène est encore plus qu'incertain. Il y a un article du Monde encore hier soir, je crois, ou ce matin, je ne sais plus, sur les incertitudes liées à la question de l'hydrogène et notamment la question de sa commercialisation et de son usage. Voilà, donc je ne détaille pas sur le premier thème, mais vous aurez bien compris. Le reste des thèmes assez simple à saisir. Attends, si tu peux me laisser juste la diapo sur les thèmes. Pour faire un tout petit focus sur la question énergie-électricité, parce que je pense que c'est un point important. C'est pas le seul thème qu'on va traiter, c'en est un parmi d'autres, mais il y a quand même un consensus de la part d'à peu près tous les acteurs, et c'est pas si fréquent en entrée de débat public, pour dire que la question de l'énergie, en gros, n'est pas purgée à l'issue de la concertation Fontaine sur la THT, et qu'il faut discuter de la THT dans un cadre un peu plus global de l'analyse des besoins en énergie et en électricité, et prendre ce sujet très au sérieux. Et ça, aujourd'hui, c'est à peu près la position d'à peu près tous les acteurs, qu'ils soient favorables au projet THT ou au contraire opposés ou simplement dubitatifs. Bon, voilà, j'ai un dernier point sur le thème numéro 9 sur la question du financement et de la gouvernance, qui n'est pas un thème anodin. La gouvernance, c'est donc qui décide de tout ça. Le financement, c'est évidemment la part de financement public, notamment en subvention, d'une part en subvention directe aux entreprises, mais aussi financement en termes d'investissement public pour les infrastructures qui accompagnent le développement de cette vocation industrielle. Voilà, j'ai pas mis dans le diaporama les dates, etc. Vous avez tout sur le site internet. Je pourrais donner dans le chat le site internet pour que vous puissiez aller télécharger pas mal de choses et regarder les dates du débat. Merci de votre écoute. Merci Étienne et merci du respect scrupuleux du timing. On va donc passer maintenant à nos amis du Dunkerquois qui vont nous faire part de leurs expériences et de leurs témoignages. Bonjour, Myriam Santune. Donc j'étais co-secrétaire régionale de la région ELLV Nord-Pas-de-Calais. Voilà, j'habite Dunkerque depuis 20 ans. Donc au niveau des projets industriels sur le Dunkerquois, on a la décarbonation du site d'ArcelorMittal, en sachant que ce projet a été mis en pause. Bon, les salariés pensent que cette pause sera peut-être un arrêt définitif. Voilà, ça va pas trop bien en ce moment, ArcelorMittal. Il y a un autre site d'ArcelorMittal à Mardic, toujours dans le Dunkerquois, de production d'acier pour les moteurs de voitures électriques. Alors, je vais citer rapidement, hein, les différents projets. Il y a Flocryl, c'est la production de polyacrylamide. Voilà, il y a Batelin, c'est des matériaux éco-performants en lin. Lone Plage, c'est H2V. Stéphane en a parlé tout à l'heure, une usine de production d'hydrogène vert. On a Vercors, c'est une usine des batteries, en sachant que de batteries pour voitures électriques, hein, et en sachant que sur les Hauts-de-France, il y a plusieurs projets. Il y en a qui ont déjà commencé. Euh, il y a Clairbout Peteto, c'est des produits surgelés. Euh, Ensuite, il y a c'est de la valorisation du CO2 production des carburants. CAP 2020, alors c'est un très gros projet.
il y a eu une concertation qui a duré plusieurs mois à l'époque. Donc, c'est l'extension du terminal container hein, qui va modifier le tracé de route. Enfin, c'est un énorme projet. Le parc éolien offshore, qui sur le Dunkerquois a une opposition. En fait, il y a une opposition de la population qui est assez forte, avec une instrumentalisation d'ailleurs par l'extrême droite. Euh, et en fait, autant il y a peu d'opposition, très très peu d'opposition aux différents projets industriels, autant le parc éolien en fait concentre une forte opposition. Il y a la centrale de Gravelines là, il y a un projet d'EPR sur sur Gravelines qui s'ajouterait à la plus grosse centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest, hein, avec 6 réacteurs. Là, ces projets, ça vient s'ajouter aux nombreux sites Céveso. Sur la diapo suivante, voilà, vous allez voir que on a 17 sites Céveso seuil haut, 6 sites seuil bas, avec, je le disais, en plus une grosse centrale nucléaire. Donc je vais pas, c'est fastidieux, je vais pas tous les citer, hein, et encore il y a un certain nombre de sites comme par exemple Total qui a été démantelé. Voilà donc. Voilà le paysage sur le Dunkerquois. Et je vais passer la parole à Xavier. Oui, bonsoir. Donc, moi, c'est Xavier Villain. Je suis donc membre des écologistes Nord-Pas-de-Calais et militant dans plusieurs associations environnementales sur le Dunkerquois. Alors, un petit peu comme ce qu'on a vu pour le bassin de Fos-sur-Mer, les impacts, on fait un focus plutôt sur les impacts sanitaires en Hauts-de-France, dans un contexte, on n'a pas mis de diapo sur le contexte aussi socio-économique, avec des données sur la population. Donc, sur les impacts sanitaires, on a des documents qui sont produits généralement à la demande de l'ARS et qui se retrouvent soit dans un diagnostic territorial de santé, piloté par l'espace santé du littoral sur Dunkerque, et puis d'autres documents par d'autres structures, mais toujours en lien avec l'ARS. Donc sur cette diapo, très simplement, là on est sur l'ensemble des Hauts-de-France et on peut constater qu'il y a une mortalité prématurée pour les hommes et les femmes, toutes causes dans les Hauts-de-France. Alors vous voyez sur la carte qu'il y a des zones en rouge foncé, enfin orange foncé, et donc bien sûr, enfin je dis bien sûr, on a notamment la zone littorale au niveau de Dunkerque, et puis un petit peu aussi après sur Calais. Et puis, bien sûr, d'autres zones dans le département, surtout du nord, apparemment. Euh, Évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les documents qui existent avec ces données donnent des chiffres avec des focus sur la CUD, donc la communauté urbaine de Dunkerque, la CCHF, c'est une communauté des Hauts-de-Flandre, des Hauts-de-France, juste en dessous du Dunkerquois, et puis on a les chiffres du nord et de la France pour comparer. La diapo suivante. Donc ici, c'est un document ARS, enfin labellisé ARS c'est un document plus synthétique, mais avec déjà pas mal de données. Bon, j'ai mis qu'une seule diapo, mais avec pas mal de données en termes de santé. Donc c'est un document qui s'appelle Territoire d'animation santé. Et on voit là que dans ce document, par la carte et par ce que j'ai repris à gauche, mais qui est issu, qui est un focus, une capture du document, que les indicateurs de mortalité sur le littoral nord, puisque ce document-là concerne le littoral nord,
les indices sont très défavorables chez les moins de 65 ans et le niveau de mortalité concerne l'ensemble des grandes causes de décès, mais on a surtout un différentiel avec les Hauts-de-France et puis surtout avec la France en termes de cancer, tout type de cancer, mais je pense au cancer de la vessie, au cancer colorectal, cancer de la prostate, euh, et en termes aussi de maladies cardiovasculaires. Donc les et ces taux de cancer plus élevés concernent aussi bien les hommes et les femmes. Et vous voyez sur la carte, donc le littoral nord, pour ce document, concerne quand même une zone qui comprend vraiment le littoral, et puis on y trouve l'Audomarois, mais les chiffres les plus mauvais sont sur la côte nord, sur le littoral. Euh, Ici, un petit focus sur, bah, voilà, j'en ai un petit peu parlé, mais le différentiel de santé, bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, je ne vais pas trop les commenter, sur l'état de santé en termes de cancer et la différence de mortalité avec le reste de la France. Et à droite, vous avez les maladies cardiovasculaires, là aussi, avec des chiffres assez inquiétants, avec ce différentiel euh, comparé aux données de la France. Voilà. Là, je pense que c'est Nicolas qui va nous parler. Oui, Je laisse la parole à Nicolas Fournier. c'est ça, tout à fait. Vous m'entendez bien? Oui, Donc oui, je me présente Nicolas Fournier. Donc moi, je ne suis pas adhérent à Europe Écologie Les Verts ou aux écologistes. Je suis un associatif. Donc je fais partie de l'ADELPHA. C'est une fédération locale sur le Dunkerquois qui est elle-même rattachée à France Nature Environnement. Et j'anime aussi un groupe local des Amis de la Terre à Dunkerque. Alors, vous l'avez dit, et ça transparaît dans toutes ces diapositives, c'est vrai que le Dunkerquois ressemble beaucoup à la région de Fos-sur-Mer, hein. On a effectivement, vous l'avez dit, on a 17 sites Céveso aussi sur notre territoire, une centrale nucléaire, ça a été dit, et ce qui fait qu'on a effectivement des pollutions chroniques importantes, et aussi des accidents, hein, des incidents ou des accidents qui surviennent. Notamment, c'est arrivé sur le site Versalis. Versalis, c'est une usine pétrochimique qui fabrique du polyéthylène, hein, des matières plastiques, à partir du craquage de produits pétroliers. Donc, on a ce qu'on appelle un vapocraqueur. C'est une usine qui est assez ancienne, hein, puisqu'elle date des années 70, même si elle a connu des réhabilitations. En décembre 2022, il y a eu un important incendie qui s'est déclaré sur le site suite à une fuite d'hydrocarbures. Et heureusement que les pompiers ont pu circonscrire l'incendie très rapidement. Les pompiers d'ailleurs qui étaient sur site, hein, puisque ces installations disposent de pompiers sur site en permanence, parce qu'on est passé tout près, à mon avis, d'une catastrophe. Ensuite, en mars 2023, c'est cette fois sur le site d'ArcelorMittal, qui a eu là aussi un incendie sur le haut fourneau numéro 4 qui a percé et des matières en fusion se sont échappées, hein, 150 tonnes de matière en fusion. Là aussi, c'était assez impressionnant. Il y a eu un panache de fumée noire qui, heureusement, ce jour-là est parti sur la mer. Mais on imagine ce qui aurait pu arriver si les vents avaient été contraires et auraient rabattu le panache de fumée sur les zones urbaines. Donc ça, c'était en mars 2023. Toujours sur le même site ArcelorMittal de Dunkerque, un incendie s'est également déclaré là plus récemment, le 3 janvier de cette année, à la coquerie, donc là où on transforme le charbon en coque. Euh, il y a eu aussi donc un départ d'incendie qui heureusement a pu être aussi circonscrit assez rapidement. Et il faut noter que quand même 29 engins des pompiers se sont rendus sur place pour lutter contre l'incendie.
Donc tout ça pour dire que nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est cette grande proximité des différents sites industriels, les effets cumulés en termes de pollution et les effets dominos en cas d'incident grave. On peut peut-être passer à la diapo suivante, voilà. Donc, bon, ça a déjà été dit par Myriam, on a beaucoup de projets, hein. On a, nous, ici, dans le Dunkerquois, également assisté à un train de concertation avec la CNDP, notamment sur les gigafactories, les usines de batteries, qui poussent sur notre territoire comme des champignons. On a parlé de Vercor, qui va fabriquer des batteries pour Renault, mais aussi Prologium. Là, ce sont des Taïwanais qui s'implantent également sur la zone industrielle portuaire. On a aussi, ça a été dit aussi par Stéphane et Myriam, H2V qui va s'installer aussi à Dunkerque. Et donc beaucoup d'électro-intensifs, hein, puisque pour décarboner, et ça va être le cas aussi à ArcelorMittal, on en parlera peut-être un peu rapidement tout à l'heure, il faut beaucoup d'électricité. Et donc on a déjà la centrale nucléaire la plus puissante d'Europe de l'Ouest avec 6 réacteurs 900 mégawatts, auxquels on va rajouter d'ici 2040, voire un peu plus, hein, d'après le président Macron, le programme nucléaire de nouveau nucléaire français est déjà retardé de 3 ans. Donc ça nous amène à une production massive d'électricité nucléaire dans les années 2040-2042. Or, on en aura besoin, nous aussi, de beaucoup plus rapidement que ça. Alors, on l'a dit aussi, il y a un champ éolien en mer au large de Dunkerque qui, lui, devrait pousser d'ici 2027 pour alimenter notamment tout ce qui est l'électrification de notre industrie pour se passer des énergies fossiles. La diapo suivante, donc c'est le projet spécifique de production d'acier à basse émission de CO2 sur le site de Dunkerque d'ArcelorMittal. Donc là, disons que cette production d'acier décarboné repose sur 3 piliers. Sur la récupération des ferrailles, donc des aciers recyclés qui pourront être refondus. Donc ça, c'est déjà un des aspects des choses. Ensuite, c'est aussi la production d'acier à partir de fours électriques ou de fours à gaz aussi, et dans un avenir aussi un peu plus lointain d'hydrogène, à base d'hydrogène. Donc, voilà, pour la production d'acier qui pourra se passer d'énergie fossile, hein, puisque évidemment, on ne l'a pas dit, mais le premier territoire émetteur de CO2 en France, juste derrière Fos-sur-Mer, c'est Dunkerque, avec 21% des émissions de CO2 d'origine industrielle. Et on l'a dit aussi, le projet d'ArcelorMittal est remis en cause, puisqu'on se demande si l'investissement va vraiment être réalisé. On parle pour ArcelorMittal Dunkerque d'un projet à 1,9 milliard, dont 800 millions d'euros d'aides publiques, hein, tout de même. Donc malgré ces aides fortes de la puissance publique, eh bien, ArcelorMittal rechigne malgré tout à investir dans ces sites européens et français en l'occurrence. Et enfin, sur une petite focale, là, sur 3 projets de décarbonation, ces 3 projets qui sont concomitants, donc il y a l'idée de récupérer le CO2 de la cimenterie de Limbre, la cimenterie Echium, qui est du côté de Saint-Omer. Ensuite, on a aussi l'usine de Chaux, l'Ouest ou l'Ouist. Ça, c'est plutôt dans le Boulonnais, du côté de Boulogne-sur-Mer. Donc, ces 2 usines sont dans le Pas-de-Calais. Et donc, il s'agit de projets CCS, hein, de captage et stockage de CO2. Ce CO2 qui serait donc capté sur cette cimenterie et cette usine de Chaux serait ensuite amené via des canalisations jusqu'au terminal méthanier de Dunkerque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le projet d'Artagnan, d'amener ces canalisations-là de CO2 jusqu'à Dunkerque pour ensuite envoyer ce CO2 soit par bateau. Au départ, on parlait de bateau. Maintenant, on parle aussi d'une canalisation qui serait sous-marine
pour amener ce CO2 et le séquestrer dans les couches géologiques profondes en mer du Nord, dans d'anciens sites d'exploitation gazier. Voilà, donc nous, on est assez circonspect là sur cette idée de capter le CO2 et de l'enfouir dans les couches profondes de la mer du Nord, parce qu'on ne sait pas si cette technologie est suffisamment mûre. Et, et aussi, on s'inquiète de l'ensemble de la chaîne de valeur, je dirais, en tout cas du cycle de ce CO2. Si pour stocker une tonne de CO2, il faut en consommer la moitié, est-ce que finalement c'est si rentable que ça? Voilà, voilà. J'espère n'avoir rien oublié, mais en tout cas, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Donc maintenant, Il y a c'est... Sébastien qui a une question peut-être à poser. Ah, vous voulez pas qu'on Ah, on je ne fait... sais pas. on C'est s'arrête peut-être plus. une question de compréhension. Enfin, je ne sais pas. Ah, alors, Sébastien, tu as une question? Non, non, c'était une intervention, mais c'était pour après, hein. Je sais pas je sais pas s'il y a encore une D'accord. intervention. Ok. Donc maintenant, c'est Stéphane qui va reprendre la parole sur la partie face à tout ce qu'on vient d'évoquer, face à tous ces projets, quelle pourrait être une position des écologistes? Oui, Stéphane, à toi. je vais pas, je vais pas parler très longtemps parce qu'on a déjà passé l'heure, j'allais dire, de séance. En fait, à ma connaissance, aujourd'hui, les écologistes en tant que tels n'ont pris position sur aucun de ces projets pour différentes raisons. J'allais dire d'abord parce que les écologistes et comme je l'ai expliqué, les concertations qui ont eu lieu ben, ont été assez micro-locales, j'allais dire, hein. Et donc les écologistes, je dirais de Marseille et plus globalement de PACA se sont quand même peu emparés du sujet. Il n'est pas trop tard, hein, c'est pas un problème, et il y a toute la matière pour le faire. Donc voilà, je passe très vite la parole peut-être à Xavier ou Myriam qui vont nous indiquer que je crois il y a un ou deux projets simplement sur Dunkerque qui ont fait l'objet d'un positionnement officiel pour l'instant des écologistes. Oui, il y a eu une prise de position enfin une contribution de LLV Nord-Pas-de-Calais sur le projet Cap Décarbonation qui concernait trois sociétés qu'a expliqué Nicolas. Je ne vais pas revenir en détail sur la contribution. C'est une contribution qui a été faite le 12 juillet 2023, que vous pouvez trouver notamment, enfin moi je l'ai retrouvée sur le site de la commission énergie de LLV, qui a repartagé cette contribution régionale. Simplement pour dire peut-être voilà, qu'il y avait ce texte de LLV Nord-Pas-de-Calais reconnaissait qu'il y avait nécessité d'innover en matière de captage, de stockage de carbone, euh, voilà, d'avoir un changement dans les émissions, enfin dans ce qu'on fait par rapport aux émissions de CO2. Par contre, il y avait plusieurs points de vigilance. Donc un point enfin de vigilance ou des observations. Le premier point, c'était un rappel d'un impératif de sobriété pour que la France atteigne ses objectifs climatiques d'abord en réduisant sa consommation de matériaux, notamment les matériaux qui émettent des grandes quantités de gaz à effet de serre, donc comme la chaux et le ciment, concernés dans l'Audomar par le projet de l'Audomarois. Le deuxième point, c'était d'avoir concernant la stratégie de captage et de stockage du carbone. Alors, je lis un petit peu parce que j'ai pas le document bien en tête. Mais c'était de dire que le captage et le stockage de carbone doivent être envisagés en dernier recours pour les activités industrielles comme la production d'eau chaude et de ciment où il n'y a pas d'alternative. Voilà. Avec un rappel évidemment des impacts possibles
potentiellement négatifs sur la biodiversité, avec une nécessaire protection de celle-ci. Et enfin, enfin non, pas enfin, il y a encore d'autres choses. Il y a une observation sur le dimensionnement des projets. Euh, voilà, donc ça a interrogé la pertinence de doubler des capacités de production, par exemple, du site Echium. On avait aussi une observation, bah, je vois que c'est assez long, je vais raccourcir. Oui, oui, parce que là, on a atteint Ouais, l'heure sur, on a on atteint l'heure de avait des présentation. observations en termes de quelles sources d'énergie, aussi de sécurité du transport et de stockage de CO2, et comment dire, une recherche, si possible, d'alternatives au transport et au stockage de CO2. Bah, je m'arrête là, il faudrait aller voir, je vous invite à aller voir la Oui, contribution tout à sur le fait. site On a la de la contribution Commission totale. énergie. C'est vrai que je me permets de Et, rebondir du coup sur les messages et sur oui, le chat de Sylvie Depierre et de Géraldine, effectivement, la Commission énergie nationale a été informée de notre webinaire ce soir et a priori est attentive à ce qu'on soit capable justement de faire ressortir des idées de positionnement sur l'ensemble de ces dossiers, hein. Et quand j'entends Xavier lire effectivement le détail, je crois que ça nous interpelle aussi sur le fait que pour être lisible, je pense, là je prends ma casquette d'écologiste pour le coup, dans le débat, il faut qu'on sache aussi avoir des prises de position qui soient courte, entre guillemets, et voilà, assez synthétique, si on veut pas noyer je dirais, nos soutiens dans des circonvolutions qui laissent à penser qu'on n'est jamais pour ou jamais contre, quoi. Voilà, si je peux me permettre. Alors, on a deux demandes d'intervention, Anne-Marie et Sébastien. On va peut-être laisser commencer Anne-Marie. Oui, je me permets, donc moi je suis la collègue d'Étienne, donc je ne vais pas rentrer dans le débat des écologistes, hein, puisque ici je suis neutre. Néanmoins, je voulais compléter les interventions des Dunkerquois sur le fait qu'un certain nombre de projets, hein, j'ai 9 concertations, 2 débats publics sur le territoire, une impossibilité d'avoir un débat de zone comme vous. Alors, à la fois parce qu'on arrive à ne plus avoir de projets, alors c'est technique, hein, de la catégorie 1, donc des gros projets industriels identifiés à ce jour, puisque les projets viennent, s'en vont, etc. Mais surtout parce qu'on commence aujourd'hui sur le Dunkerquois à avoir des arrêts de projets. Et donc, en particulier sur la vallée de la batterie, puisqu'on a le projet Relift, qui était un projet de recyclage de batteries porté par Eramet, qui est suspendu. Et on a le projet Orano XTC, qui est à la fois tout ce qui est l'amont de la batterie et le recyclage des batteries, qui va s'étendre sur un certain nombre d'années. Par ailleurs, c'est quand même un projet qui se trouve riverain des EPR avec 3 usines Céveso. Donc, je rajoute quelques Céveso aux présentations qui ont été données précédemment. Donc, on a ce projet. On a aussi à la fois, alors là, bon, je suis en concertation continue avec ArcelorMittal Dunkerque et avec ce problème de décarboner mais pouvoir commercialiser. Parce qu'effectivement, les chiffres qui ont été donnés, 1,9 million d'investissement, bon, sont 1 million 850 à 1,9 million, 850 Milliard. millions Milliard. d'euros de subventions publiques, mais après, faut-il encore pouvoir produire? Et donc, on se retrouve aujourd'hui sur les Hauts-de-France, et en particulier sur le Dunkerquois, avec des projets ambitieux de décarbonation, mais qui correspondent aussi à une réalité économique et à une réalité, voilà, dans certaines concertations comme celle de Prologium, Karim Adeli était intervenu en posant la question de savoir si c'était vraiment opportun d'imaginer mettre tous nos œufs dans une filière industrielle de la batterie,
c'est une question qui reste posée aujourd'hui et qui malheureusement ne peut pas être débattue puisque nous n'avons pas de débat de zone équivalent à celui que vous avez à Fos. Et donc d'une consommation importante de tout ce qui est fluide, énergie, eau, etc. sur le territoire et thrombose pour la vie des gens, hein, donc sur plein d'aspects, que ce soit transport, santé, logement, éducation et autres, qui ne peuvent pas être traités aujourd'hui. Voilà, c'était juste l'intervention que je voulais avoir au titre de la CNDP. Merci. Sébastien? Oui, merci. Et merci déjà pour l'organisation de ce débat et pour les témoignages des amis de Dunkerque. Je suis avec Nouriati aussi, hein, qui participe au débat, mais on a une seule connexion. Je vais faire quelques petites remarques et quelques suggestions. Alors, j'ai pu échanger d'ailleurs aujourd'hui avec les. J'étais à Lille en fait pour les rencontres des élus écologistes et j'ai pu échanger avec Stéphane Bally et notamment il m'a envoyé, donc ça je pourrais vous les partager, les contributions de Virage Énergie là, qui sont je trouve très intéressantes par rapport aux Dunkerquois et aux différents témoignages qu'on a eus. On est vraiment sur un territoire jumeau, hein, donc je pense que c'est important qu'on puisse travailler ensemble sur ce débat public. Sur le débat public et donc l'opportunité de ce débat public, je pense effectivement c'est extrêmement intéressant d'avoir pour la première fois cette approche globale de l'ensemble des sujets. On n'est plus dans du saucissonnage et même s'il y a eu des concertations préalables, on est sur une approche globale et là je pense qu'en tant qu'écologiste, on doit s'en féliciter. On ne prend pas le sujet par le tout petit bout, mais par une approche globale et ça je pense que c'est essentiel. Après, nous, je crois, et c'est là qu'il faut, Stéphane, parler du manifeste de Fournier sur l'industrie vraiment verte. Il faut que l'on s'inspire de ce qui est mis dans ce manifeste, de ce travail. Et Charles était venu d'ailleurs rencontrer les différentes associations, les industriels également du territoire de Fos-Berre il y a quelques mois. Il faut qu'on s'inspire de ce manifeste pour nos différentes contributions. Et je crois que c'est vraiment le fait de devoir repenser l'ensemble du modèle industriel en prenant les filières dans leur approche globale avec la phase amont, l'extractivisme, et la phase aval, les débouchés. On voit bien que pour un certain nombre de projets, notamment pour les projets hydrogène, l'enquête du Monde là, hier le révèle, on va avoir des soucis. On a des problèmes de débouchés très clairement, on a des problèmes d'investissement, et on a même sur le volet de décarbonation des problèmes d'investissement lourds. En tout cas, c'est le cas à Dunkerque pour ArcelorMittal, même s'il y a une grosse contribution d'argent public, hein, parce qu'il y avait, je crois, 850 millions d'argent public sur l'électrification du four d'Arcelor. Mais on voit bien qu'il y a une difficulté pour les industriels à mettre les investissements nécessaires. Dans notre travail donc, qui doit être fait pour repenser ce modèle industriel, je crois que ce qui nous est présenté, malgré tout, ça reste un modèle qui n'est pas du tout adapté au temps à venir, même s'il y a nécessité de relocaliser l'économie. On est sur des modèles de gigafactory pour la plupart des projets. Et c'est un modèle qui est plutôt insécure en termes d'investissement, comme on le voit pour l'hydrogène, comme on le voit pour un certain nombre de projets. Et par ailleurs, c'est un modèle qui n'est pas résilient, en fait, qui n'est pas adapté aux chocs à venir, chocs logistiques notamment, avec une surconcentration et des projets industriels qui ne sont pas forcément adaptés aux besoins directs du territoire, mais plutôt dans une approche d'économie globalisée. Donc là, je pense que c'est important qu'on puisse avoir cette contribution-là sur le modèle industriel et qu'on ait une réflexion là-dessus. Après, il y a toute la question des infras qui a été évoquée donc, pour notre territoire, la question des routes et des différents projets routiers, du ferroviaire, si on veut développer le fret ferroviaire et peut-être même le fluvial en débouché du grand port maritime. Et puis, la question énergétique et la question de la THT qui est quand même centrale pour en tout cas dans le cadre de l'organisation de ce débat. Ce débat est là parce que les opposants en fait ont poussé peut-être le préfet Mirman qui l'a accepté à organiser ce débat un peu global. Et donc je pense que l'enjeu de la THT il est essentiel et travailler sur les alternatives à la THT est un enjeu important pour nous. Il y a un sujet qui n'est pas trop mis en avant, c'est l'enjeu de l'eau. J'avais entendu parler là, mais ça peut-être que vous préciserez. Il y avait la question de détourner en partie les eaux de la Durance pour aller alimenter un certain nombre de sites industriels sur le golfe de Fos.
Je voulais savoir où est-ce que c'en était de ce projet. Et après, il y a un enjeu pareil qui est invisible et que je pense qu'il faut qu'on porte, nous, écologistes, c'est l'enjeu de la formation, formation notamment à la reconversion et formation des salariés. Comment est-ce qu'on peut dialoguer avec les salariés de ces industries, en fait, des différents secteurs de ces industries? Allô? Oui, oui, on t'entend. J'ai des visuels qui apparaissent. Oui, Donc la question de la reconversion et de la formation, j'ai l'impression qu'elle est un peu oubliée dans cet enjeu. Et peut-être que là, on pourrait mettre en avant ce que l'on essaye d'expérimenter à Marseille et ce qu'on avait mis en avant, c'est le revenu de transition écologique qui pourrait permettre à des salariés, sur un temps transitoire, d'être formés à des changements de process industriels. Ça, je pense que c'est un élément de dialogue important pour ce que l'on peut avoir comme discussion avec les syndicats du golfe de Fos notamment. Après, il y a un enjeu également qui est essentiel, c'est celui du financement. Et là, je trouve qu'on a des leçons peut-être à avoir et à prendre, en tout cas au niveau de Dunkerque, sur le fait de mieux intégrer les citoyens, de mieux intégrer l'ensemble des habitants et des acteurs du territoire, y compris les petits acteurs économiques du territoire, sur le financement de ces grandes filières industrielles, et donc notamment dans le cadre d'écosystèmes industriels locaux. Et là, je pense par exemple au projet REF3, là, qui était intéressant. On a fait témoigner l'autre jour le Crédit Coopératif sur ce projet qui était donc parrainé par Rifkin dans les Hauts-de-France et qui a permis donc de réfléchir et de mobiliser notamment de l'épargne citoyenne sur l'investissement en fait pour de l'industrie verte. Donc ça, ce serait intéressant d'avoir un retour des amis de Dunkerque, en tout cas du nord de la France, sur ce projet-là. Et puis, il y a la question de la planification, enfin, ce que Stéphane chez FNE demande depuis des années, mais le fait de mieux penser, peut-être là, on est en train de surconcentrer sur une partie du territoire où il y a eu beaucoup de projets imposés, le golfe de Fos, la zone de l'étang de Berre, des gros projets industriels. Or, il y a toutes les friches industrielles existantes sur notre territoire, sur d'autres zones. Je pense à Gardanne, je pense à l'autre partie de l'étang de Berre qui n'est pas concernée par les projets que l'on discute aujourd'hui. Et donc la question de la planification et de la mobilisation des friches industrielles pour des projets, parfois des gros, parfois des projets industriels intermédiaires, ça pourrait être intéressant. Et dans le manifeste de Charles Fournier, il y a le fait de mobiliser peut-être le CEREMA là-dessus. On pourrait peut-être suggérer que la métropole ou que les collectivités ou l'État mobilisent le CEREMA sur cette mobilisation du foncier vacant, du foncier industriel en friche sur notre territoire. Ça pourrait être une contribution aussi qu'on met dans le débat public. Alors après, dernier point sur ce que l'on peut faire et ce que l'on devrait faire peut-être ensemble. Je pense que l'important, c'est de pouvoir partager pour ceux qui seraient intéressés, différents documents, donc différentes contributions, les cahiers d'acteurs, donc de Virage Énergie, là, que j'ai pu avoir aujourd'hui, sur leur position par rapport au projet autour de Dunkerque. Il faut qu'on réagisse, même si c'est une toute petite partie, mais à Arcelor, et je pense que ce serait important que les écolos réagissent à l'enquête de Mediapart là, par rapport à ArcelorMittal et qu'on remette en avant la question du crime industriel et de la pollution donc des vieux sites industriels et le fait que la décarbonation ne doit pas cacher en fait le fait qu'ils continuent à polluer et à produire des ravages sanitaires sur notre territoire. Et puis après, je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble à la rédaction d'un cahier d'acteurs. Alors ça, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut les produire, ces cahiers d'acteurs. Est-ce qu'il en faut un côté élu métropolitain, un du parti, donc plutôt la ELV, enfin les écologistes PACA, avec donc en mobilisant également tous nos élus à l'échelle départementale et métropolitaine. Donc ça, il faudrait qu'on ait des dates en fait pour savoir quand est-ce qu'il faut au mieux, il faut qu'on produise ce cahier d'acteurs. Et puis après, peut-être organiser une conférence de presse à Marseille, parce que là, je pense que c'est là qu'on pourra mobiliser peut-être les acteurs, enfin les correspondants nationaux, parce que ça peut avoir une résonance nationale, cette affaire. Donc là, je peut-être plutôt à Marseille. Et puis une réunion publique, là, ouverte aux citoyens, une réunion large, une fois qu'on aura arrêté notre position, peut-être à Martigues dans le courant du mois de mai, quoi. Voilà, ça c'est les suggestions que je fais.
Merci Sébastien. Je crois que ton intervention a suscité aussi des remarques ou des commentaires. Juste par rapport à la question du financement de ces projets, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y a un article qui est sorti qui indiquait que Carbone se lançait dans le financement participatif, je crois à hauteur de 1 million d'euros. Il lance une souscription auprès du public. Attends, Alors, excuse-moi, j'avais aussi une question là pour Étienne et pour Anne-Marie de la CNDP, c'est que dans le dossier du débat public, justement, je vois pas le projet carbone, je vois pas le projet d'éolien offshore. Enfin, il y a des projets, tous les projets qui ont été évoqués n'apparaissent pas en fait dans le dossier du débat public. Si je peux avoir des précisions. alors Stéphane, tu as été le premier, je crois, à lever la main. Oui, d'abord, merci beaucoup Sébastien de t'emparer bon, c'est pas d'hier, hein, mais de l'ensemble de ces sujets, de ces dossiers. Effectivement, tu as bien fait de parler du travail important de Charles Fournier, de son tour de France des industries. Et je crois qu'effectivement, bon, on avait prévu d'y passer un peu plus de temps ce soir. J'ai voulu aller un peu rapidement tout à l'heure, mais ça semble une très bonne base de travail pour bâtir les positionnements des écologistes. Après, effectivement, ça doit donner l'occasion, comme tu viens de le dire à l'instant, de aussi mobiliser des écologistes peut-être moins connus sur des territoires où on est moins présent. Tu as parlé de Martigues à l'instant. Je pense que le travail qu'on a à faire sur Marseille doit aussi être l'occasion d'impliquer davantage de monde sur ces sujets. Tu fais référence à des projets qui ne figurent pas dans le dossier. Alors effectivement, bon, on l'a expliqué un petit peu au début, hein, c'est-à-dire que le débat public, mais ça Étienne le redira, n'a pas pour vocation forcément de revenir sur tous les projets dans le détail, mais simplement de revenir sur la cohérence de l'ensemble de ces projets entre eux, surtout sur les thématiques transversales. Donc, en l'occurrence, effectivement, les deux projets dont tu as parlé. Je voudrais revenir sur, donc ça, c'est pas à mon avis très étonnant, mais Étienne le redira. Sur la canalisation, par contre, d'eau, elle, effectivement, n'a pas fait l'objet de concertation du tout. Hein, je rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit de. On a aujourd'hui une dérivation de la Durance qui va vers l'étang de Berre pour turbiner de l'eau et produire de l'électricité avec la conséquence qu'on rejette dans l'étang de Berre, qui est un étang, qui est une lagune maritime, hein, donc de l'eau douce, et qui détruit l'équilibre écologique de l'étang. Donc, alors même que les écologistes ont plutôt défendu l'idée d'une STEP, d'une station de transfert d'énergie par pompage, il semblerait que les collectivités, l'État veut s'en faire dans un projet effectivement de canalisation qui verra peut-être jamais le jour, à 1 milliard d'euros, pour passer l'eau turbinée sous l'étang de Berre ou dans l'étang de Berre pour l'amener sur le territoire de Fos pour l'utiliser pour les industries, voire pour l'exporter ensuite en Espagne ou ailleurs. Ça, c'est typiquement un projet qui n'a pas fait l'objet de concertation et ça a un sens de se demander si effectivement il ne faudrait pas qu'il soit évoqué dans le cadre du grand débat public. Pour le reste, je pense qu'il y a vraiment, c'est l'occasion ou jamais d'une large mobilisation des écolos sur ce large dossier. Je laisse répondre nos collègues de la CNDP. Oui, merci beaucoup, Stéphane. Alors, on va prendre peut-être les choses dans l'ordre. Il y a les projets dont tu as dit, Sébastien, qu'effectivement, ils ne sont pas dans le débat parce qu'en fait, ils ont déjà fait l'objet d'un dépôt de demande d'autorisation. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais Carbone en fait partie. Donc, Carbone, effectivement, n'est pas à proprement parler à débattre dans le débat public parce que finalement, la phase de ce qu'on appelle, nous, la concertation amont, elle est terminée. Et on va passer en enquête publique pour Carbone. C'est le cas aussi pour assez peu d'autres dossiers, mais c'est le cas pour les premières phases du dossier de Massilia, ce qu'on appelle les bio-SMR, c'est-à-dire fabrication d'hydrogène sur le site de la bioraffinerie de la Mède. Voilà. Il y a quelques petits dossiers finalement de cette nouvelle génération de projets qui sont allés un peu plus vite que les autres et qui sont à d'autres. Voilà. En revanche, non, effectivement, c'est pas le cas du projet de dérivation des eaux de la Durance, alors qui a un nom tout à fait charmant, qui s'appelle Provence Bleu, et qui est porté par l'État et par EDF. Donc là, tout à fait, on est dans un cas
très clair, c'est-à-dire que l'État n'a pas forcément souhaité le mettre dans son dossier, mais nous, la CNDP, on le met dans le dossier, on le met dans le débat. Il n'y a pas de discussion sur ce point. La bonne nouvelle, c'est qu'EDF est très partant pour le mettre dans le débat. EDF n'a qu'une envie, c'est d'en parler, d'en débattre. Ils ont même préparé un dossier spécifique sur ce dossier-là qu'on va mettre en ligne, j'espère, assez rapidement. Donc voilà, de ce point de vue-là, vraiment, je voulais te rassurer là-dessus. Et enfin, sur la question des cahiers d'acteurs, oui, pardon, tu as aussi évoqué projet d'éoliennes offshore. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est des projets qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore déposé leur demande d'autorisation. Je vous ai pas embêté avec un schéma qui est un peu trop lourd et que j'avais mis en diapo caché au cas où on en avait besoin. Mais en fait, ces projets-là, les projets qui ont déjà fait l'objet de concertation mais qui n'ont pas encore déposé leur demande d'autorisation, donc ils sont ce qu'on appelle en concertation continue. C'est le cas de la THT, c'est le cas de DEO, c'est le cas de H2V, de Gravity, de tous ces dossiers-là. C'est donc plus le cas de Carbone qui a passé l'étape d'après. Et donc, c'est le cas des éoliennes offshore dans le golfe du Lion. Donc, elles sont aussi dans le débat. À ce titre-là, elles sont dans ce qu'on appelle une concertation continue et on peut en parler pendant le débat parce que il a tout à fait raison de dire que elles font partie de l'équation globale, notamment énergétique. C'est compliqué de parler THT énergie sans dire qu'il y a des éoliennes prévues au large de Fos avec un raccordement à Fos. Ça me paraît, c'est tout à fait évident. Et dernier point, cahier d'acteurs. Les cahiers d'acteurs, effectivement, un gabarit va être proposé. C'est un outil classique du débat public que vous connaissez donc sans doute déjà tous. Simplement, le souhait de plus en plus de la CNDP, c'est de prendre le temps, de vous proposer de prendre un peu de temps avant de déposer un cahier d'acteurs. C'est-à-dire de considérer que le temps du débat, c'est un temps de maturation des idées. Donc, il y aura une date qui n'est pas encore fixée. Est-ce que ce sera le 1er mai, le 15 mai, je ne sais pas. Mais avant laquelle on ne prendra pas de cahier d'acteurs, quand on ne les publiera pas tout de suite, de façon à ce que tout le monde soit encouragé à écouter, à entendre aussi ce qui se dit dans le débat pour que les cahiers d'acteurs soient aussi le fruit du débat lui-même, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, mais c'est un peu l'objectif. Si on fait un débat où tout le monde fiche ses positions le premier jour du débat, en fait, d'une certaine manière, on ne donne pas la chance à tout le monde de se convaincre les uns les autres. Et c'est quand même ça un débat public, c'est l'opportunité de convaincre et d'être convaincu. Et donc, c'est vraiment cette idée que le cahier d'acteurs arrive plutôt tardivement. Alors après, est-ce qu'on sera mieux s'il y aura plus de cahiers d'acteurs? C'est la question de Stéphane dans le chat. En fait, on les compte pas dans les cahiers d'acteurs. Donc, des fois, on a même si je pense par exemple aux chambres consulaires, type chambre de commerce et industrie, elles nous amusent beaucoup parce qu'elles font une chambre de l'arrondissement de Istres, et puis enfin, un cahier d'acteurs de la CCI d'Istres, et un cahier d'acteurs de la CCI du 13, un cahier d'acteurs de la CCI PACA, et puis un cahier d'acteurs Occitanie, puis un cahier d'acteurs CCI national. Enfin bon, bref. Non, c'est pas le but. Le nombre de cahiers d'acteurs ne change rien à la prise en compte que la CNDP en fera. Donc en fait, c'est pas le nombre qui compte, c'est vraiment la qualité des arguments. Ça, je l'avais déjà dit au démarrage. Donc, pas besoin d'en faire 10. Surtout, s'il vous plaît, ne faites pas un cahier d'acteurs par groupe local des écologistes. Ça ne servira à rien et ça multipliera votre temps de travail et notre temps de lecture. On en serait bien capable. Mais voilà, c'est pour ça que je le dis, parce que je vous en sais capable. Merci. Nicolas, dans l'ordre des demandes de prise de parole. Oui, c'était pour rebondir sur REF 3. Moi, je suis beaucoup moins séduit par REF 3 ici en région Hauts-de-France, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est porté par le conseil régional qui est dirigé par Xavier Bertrand et par un vice-président, Monsieur Motte. Et pour moi, c'est plutôt une façon de réindustrialiser la région avec une sorte de vernis de croissance verte, là, ou toute une dialectique comme ça. Mais au final, il y a très peu de sobriété dans tout ça et je ne le vois pas vraiment comme quelque chose à mettre en exergue. Voilà, c'était juste pour réagir là-dessus. Et sinon, pour revenir aussi sur notre débat de zone ou débat global, il se trouve qu'il y a 2 jours, on avait une réunion nous, de notre association support de la commission locale d'information de la centrale de Gravelines et du S3 Pays, enfin, en bref, nos structures de concertation locale. Et
on nous a dit là que si on n'avait pas de débat de zone à Dunkerque, c'est parce que le débat sur l'EPR2 avait déjà fait office de débat global, vu qu'on avait quand même abordé beaucoup de considérations autour de la mobilité, du logement, d'autres sujets comme ça connexes. Donc c'est pour ça on nous dit qu'on n'aura pas de débat de zone. Qui plus est, si après on n'a pas de débat pendant 8 ans, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied que demander un débat de zone pour ensuite ne plus avoir droit à aucun débat pendant une huitaine d'années. Voilà. Merci. Franco, tu avais levé la main. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très Allô, bien. vous m'entendez? Ouais, super. Ouais. Franco Molina, du coup, militant à Marseille. Tout d'abord, je voulais remercier Stéphane et Jean-Christophe pour l'organisation de ce débat, en fait, sur peut-être l'un des plus gros projets à l'échelle de la métropole. Je trouve assez intéressante cette idée, ou en tout cas ce besoin de définir une position officielle projet par projet. Je mets les pieds dans le plat par rapport à cette question, même si certainement on ne pourra pas aller au bout de ce débat. Déjà, il me semble qu'il y a 3 projets qui sont vraiment indispensables. En fait, la décarbonation de l'acide, la production de panneaux photovoltaïques et la production d'éoliennes en mer pour réussir à avancer, à accélérer la transition énergétique de nos territoires. Par rapport à la question de s'il faut des gigafactories ou pas, je trouve que, effectivement, concentrer la production peut nous exposer à certains risques, mais en même temps, il y a des contraintes techniques et économiques qui parfois font que certaines productions ne peuvent se faire qu'à l'échelle de grandes usines. Je ne sais pas si c'est possible de produire de l'acier autrement que dans des usines de grande taille. Et par rapport aux panneaux photovoltaïques et aux éoliennes, peut-être je ne connais pas, je ne suis pas un expert, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un enjeu de réussir à produire de manière décarbonée, c'est bien, compte tenu de la concurrence et de la production sur d'autres pays. Du coup, voilà, sur cette question, je pense que limiter, ne pas dépendre tout le temps des gigafactories, oui, parfois peut-être c'est incontournable. Et du coup, pour aller au-delà de cette question, je trouve que ces 3 projets finalement de acier, panneaux photovoltaïques et éoliennes finalement suffisent pour poser la question de la ligne à haute tension pour pouvoir approvisionner ces 3 usines. Par rapport à ça, je pense que cette question de ligne à haute tension, en fait, nous met face à un dilemme tragique, il me semble, puisque moi, je trouve intéressante l'idée de faire une ligne à haute tension souterraine pour préserver la biodiversité et le paysage, mais en ayant échangé en fait avec des amis qui travaillent chez RTE, ils m'ont dit que une ligne complètement souterraine coûte entre 2 à 3 fois plus cher qu'une ligne aérienne. Et en fait, par rapport à des projets de cette taille, on parle de 500 millions, 1 milliard de plus en investissement, sachant que sur la métropole, on investit 1,5 milliard par an. Et finalement, on est confronté au dilemme tragique de devoir choisir, est-ce que, au vu de tous les autres investissements absolument nécessaires et urgents à l'échelle de la métropole sur les transports, sur le logement, sur l'éducation, le social, etc., il est je ne sais pas si raisonnable, puisqu'on est face à des positions sont compréhensibles, de mettre 1 milliard de plus pour faire une ligne complètement souterraine, ou est-ce que finalement il est intéressant pour nous de se poser la question comment trouver des solutions intermédiaires qui permettent de répondre à tous les enjeux, à tous les autres enjeux sur la métropole. Voilà, merci. Je ne sais plus si c'était Anne-Marie ou Stéphane qui ont levé la main juste pendant cette intervention. Je voulais juste compléter ce que Nicolas a dit. Le débat de zone sur le Dunkerquois, bon, c'est pas tout à fait le débat sur le nucléaire, a absolument pas abordé les sujets qui étaient ceux des enjeux identifiés dans la mission de conseil, hein, puisque au même titre que pour FOSS, nous avons eu à faire une mission de conseil préalable à éventuellement un débat public. Il n'y a qu'un des sujets que nous avions identifiés
qui a été abordé, ce sont les impacts de sécurité industrielle d'une zone où il y a de nombreuses usines classées Céveso seuil haut et des installations nucléaires. Ça a été en partie abordé. Pour le reste, il n'y a rien qui a été abordé. Et en même temps, on a sur le Dunkerquois, effectivement, une volonté de dire que Dunkerque est un territoire pilote innovant pour une industrie du 21e siècle. C'est le discours du territoire au sens politique du terme, au sens CUD, au sens PMCO, donc du grand territoire. C'est aussi la version de l'État qui justifie qu'il n'y ait pas, puisque pour un débat de zone, il faut quand même qu'il y ait des acteurs qui saisissent la CNDP, et ces acteurs ne peuvent pas être, contrairement à une concertation, des associations, des élus minoritaires, mais c'est bien l'État ou la collectivité territoriale du territoire. Donc voilà. Merci. Je voulais rebondir sur répondre peut-être à Franco sur la question de la ligne. J'invite chacun à aller sur le site internet de Stop THT 1330 où on a tout l'argumentaire donc concernant la solution alternative qui est un panel de solutions et pas une seule solution. Hein. Donc on combine la fabrication d'hydrogène ailleurs avec le fait de liaisons sous-marines et d'une liaison effectivement derrière les digues du Rhône. Cette solution, elle peut être réalisée dans des délais qui sont compatibles avec les besoins énergétiques sur la zone de Fos, d'une part. Et effectivement, ça coûte 1 milliard de plus. Mais le milliard de plus, c'est pas du tout 1 milliard à comparer avec les projets, les nécessités locales que nous avons, puisqu'en fait, c'est 1 milliard qui rentre dans le pot, j'allais dire, des 100 milliards que RTE a décidé de dépenser à l'échelle nationale sur l'ensemble des projets de raccordement, d'une part. Et c'est 1 milliard qui est remboursé quelque part par le prix de vente de l'électricité ensuite, donc par RTE au titre de la TURPE et autres. Donc en fait, il n'y a pas de, c'est pas du tout une contrainte. Hein, donc, mais on en reparlera et puis je vous invite surtout à regarder. Enfin, en tout cas, n'imaginons pas que les écologistes seront en capacité d'aller contre, enfin, une position différente d'Arles et celle également de l'ensemble de la classe politique, tout bord confondu sur le secteur là-bas. Je reviens sur moi un point qui me paraît important alors qu'on s'oriente sans doute vers la fin de notre débat. On a senti que sur Dunkerque, l'acceptation du nucléaire allait escalader parce qu'on est sur un territoire qui est déjà nucléarisé. Alors évidemment, les écologistes sont très réticents, mais voilà, globalement, la population, elle est malheureusement habituée à ça. Par contre, une forte réaction contre les éoliennes et une acceptation des projets industriels, bon an, mal an, relativement voilà, forte. On est à peu près sur exactement l'opposé sur le territoire de Fos, si je caricature. C'est-à-dire qu'en fait, le nucléaire, c'est même pas la peine de l'évoquer. Hein. D'abord, de toute façon, la loi ne le permet pas aujourd'hui. Le seul site nucléarisé en Provence-Côte d'Azur, c'est le site de Cadarache. Hein. Donc, s'il devait y avoir de toute façon du nucléaire aujourd'hui, ce serait sur ce site-là. Et je pense que, bon. Un peu Toulon aussi, quand même. Hein. Un peu Toulon avec les installations militaires de Toulon, tu as raison. Mais voilà. En tout cas, c'est certainement pas le discours que les écologistes porteront. Et pas plus que les associatifs locaux non plus. Sur les éoliennes, il y a une certaine forme, je crois, d'acceptation de la perspective des éoliennes, peut-être parce qu'elles sont plus loin de la côte que ce n'est le cas dans le nord, parce qu'il y a eu des débats autour de ça et que les associations, globalement, se sont pas ultra mobilisées contre ces éoliennes. Il y en a une seule qui a réussi à imposer d'ailleurs tout un protocole d'évaluation. Donc c'est Nassica en l'occurrence, un membre FNE 13 aussi, et qui est analysé. Malheureusement, on n'a pas tous les résultats, mais on nous assure, côté des promoteurs actuels de l'éolien, que
au fur et à mesure des résultats qui arrivent de ce site expérimental, ces résultats sont pris en compte par les nouveaux projets. Et par contre, sur le côté industriel, euh, il y a un refus très net de tout ce qui peut se faire en dehors de la zone industrielle ou portuaire de Fos, ce qui, à mon sens, est un petit peu dommage. Sébastien l'évoquait tout à l'heure, le projet Carbone, on a plutôt, à un moment donné, porté au niveau des associations l'idée que ça pouvait se faire sur une friche industrielle telle que celle de Berre, par exemple. Et sur les projets eux-mêmes, ensuite, c'est toute la... Voilà, c'est à réfléchir, mais c'est pas un acquis hein, que d'avoir des positionnements favorables à ces projets, en tout cas sur le territoire de Fos. Je rappelle l'accord historique qui a existé, à savoir que sur le littoral méditerranéen, c'était en gros ben, tout ce qui était Languedoc, le tourisme, tout ce qui était Fos-sur-Mer, l'industrie, et entre les deux, la Camargue comme site naturel. Et tout ce qui, et comme on est vraiment limite avec la Camargue, tout ce qui vient flirter avec la Camargue, c'est quand même regardé avec un œil très, très critique de la part de l'ensemble du tissu associatif. Serge voulais aussi intervenir. Alors peut-être que ce que tu veux dire, c'est la question que j'allais te poser, mais vas-y, dis-nous. Non, non, moi je voudrais répondre à Franco par rapport à la question du milliard dont a parlé Stéphane. D'abord, Stéphane a répondu en partie, même complètement, en disant que le truc s'autofinançait. Mais je voudrais juste revenir sur un peu les fondements de l'écologie politique quand même. On assiste là à un gouvernement qui est capable de mettre 50, 60, 100, 150 milliards hein, dans une industrie de réarmement accélérée dans une période troublée. Et nous, en tant qu'écologistes, on mégoterait pour un petit milliard en Provence. Donc je trouve que je ne comprends pas la question. Et ce d'autant plus que vous avez bien indiqué, j'ai pu le constater à Saint-Rémy-de-Provence ce week-end où j'ai discuté avec un responsable de la FNSEA qui est d'accord avec les positions des écologistes sur l'enfouissement de la ligne THT. Et donc, ça me semble absolument délirant qu'on puisse se poser la question en tant qu'écologiste. Voilà. Et ce d'autant plus que n'oublions pas les paysages et la beauté et que même dans ces périodes troublées, et que l'esthétique, surtout en Camargue, a son importance et donc c'est un argument de plus pour enterrer. Voilà, j'ai fini. Merci. Bah, je sais pas, on s'approche du terme de ces échanges. Euh, on le voit bien aujourd'hui, on a posé des questions, il y a des réflexions qui ont été lancées. Et si on voit les différentes interventions sur le chat, il y a aussi la question de se dire, ben, maintenant, maintenant qu'on s'est dit ça, maintenant qu'on a partagé ça, quelle peut être la suite? Et certains me proposaient la mise en place d'outils collaboratifs, etc., déjà pour pouvoir partager de la donnée. Donc, Serge, moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que on aura l'historique de toutes les personnes qui se sont connectées ce soir et est-ce qu'après on a un moyen de les recontacter pour les inviter soit à un autre temps d'échange, soit dans un premier temps à partager les documents? Est-ce que techniquement on sait faire ou est-ce qu'il faut que Non. chacun laisse son adresse mail sur le chat et qu'après on enregistre les messages? Oui. Je pense qu'il vaut mieux que chacun laisse son mail parce que là, si les gens sont connectés avec leur mail, on voit leur mail, on peut le retrouver dans Zoom, mais c'est pas systématique, donc il vaut mieux passer 5 minutes à laisser vos mails là, et ensuite on aura l'enregistrement du chat et on pourra communiquer. Voilà. Ok, parfait. Puis Donc, sinon, l'enregistrement sera mis à disposition de tout le monde. Voilà. Donc, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à laisser vos adresses mail. Ça permettra de maintenir le lien ou au moins les partages de documents, d'informations et pour nous, notamment avec nos amis voisins de Marseille avec lesquels effectivement il serait intéressant de travailler sur ces questions. Moi, je me permettais de réagir en disant que j'étais très contente d'avoir participé à cet échange. Voilà, on est à,
à plus de 1000 kilomètres les uns des autres. Et moi, ça m'a fait plaisir et ça soutient dans j'allais dire, dans nos luttes respectives, parce que parfois c'est dur. On est très peu en débat CNDP, on est très peu sur le territoire. Effectivement, c'est compliqué. Et là, on vient de vivre plusieurs mois difficiles avec ce débat sur les EPR. Donc, bon, voilà, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de participer avec vous et d'entendre qu'ailleurs, vous aviez les mêmes questionnements, même si effectivement, on le voit bien de par la position des politiques ici. C'est pas pareil que chez vous, et de la position aussi de la population. Bon, il y a quelques différences, mais on a beaucoup de points communs et beaucoup de choses à partager. Voilà, un grand merci. Merci à vous d'avoir accepté notre proposition de co-animation de ce temps d'échange sur sur ces projets de décarbonation. Euh, Je voulais réagir aussi en tant que Dunkerquois, bah, déjà pour dire que enfin, je fais les mêmes remerciements que ceux que vient de faire Myriam, mais je voulais aussi remercier Nicolas de la Delpha et des Amis de la Terre, là, enfin, qui est un copain en fait, c'est-à-dire que là c'était un webinaire LLV, mais il faut aussi qu'on se confronte régulièrement et qu'on rencontre régulièrement les associations. Nous, sur Dunkerque, par exemple, on participe au même train, comme disait Nicolas, de concertation. Voilà, alors après, les positionnements sont pas forcément les mêmes pour une fédération d'assaut que pour un parti, mais en tout cas, les échanges doivent exister, on s'enrichit mutuellement, et c'est vraiment important. Et donc, voilà. Et merci à Nicolas d'avoir accepté d'être là avec comme il participe à beaucoup de commissions sur le Dunkerquois, c'était important qu'il soit là. Bah, merci à vous de m'avoir accueilli sur ce webinaire, hein. J'ai dit tout à l'heure que je faisais pas partie des écologistes, je ne suis pas carté, je ne l'ai jamais été, mais ça fait bien 25 ans que je suis en somme un compagnon de route des écologistes et que on milite ensemble, évidemment, on a les mêmes objectifs communs. Donc voilà, très heureux d'avoir participé à votre webinaire, pardon. Merci les amis et merci aux amis de la CNDP en tout cas hein, de leur contribution absolument utile et incroyable. Et puis c'est vrai, Étienne, tu le dis, les Dunkerquois ont le droit de participer au débat public de Faust. Mais j'insiste, hein, vraiment, toute personne qui se pense concernée, et on peut être concerné même en habitant Groenland, puisque c'est en ce moment le territoire dont on parle, mais n'importe où sur Terre, si quelqu'un se sent concerné par la Camargue ou par Fos ou par les Tenders, il a ce droit de participer au débat public. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus, les Dunkerquois. Et je suis sûr qu'Anne-Marie relaiera aussi la même information. donc, un cahier d'acteurs des Dunkerquois dans le débat public? C'est ça l'idée? Pourquoi Bah, pas? à défaut de pouvoir en faire un chez eux, ça peut être intéressant aussi que les Dunkerquois interpellent sous cette forme, parce que les problèmes sont exactement les mêmes. Le nucléaire en plus ou en moins? Oui. Et puis, il est toujours possible de faire des cahiers d'acteurs orientés justement pour élargir et dire que les problématiques et les questions sont souvent similaires. C'est un peu le cas, je veux dire, il y a des cahiers d'acteurs. Par exemple, si je prends un autre débat, celui sur les EPR, on a vu des cahiers d'acteurs d'associations du budget ou de Panly qui participent aussi voilà, dans les concertations qui ne concernaient pourtant que le PR. Et Et pour en les tout hauts, cas, oui. vas-y, Xavier. Non, ben, je voulais dire, enfin, j'ai remercié les assos et notamment la Delpha, mais je voulais aussi remercier la CNDP parce que c'est vrai qu'à force de concertation en concertation, on finit par connaître pas mal de garants. Et puis c'est vrai que même si on n'est pas toujours
pas toujours forcément en phase sur les modalités de la concertation, voilà. On a quand même toujours une bonne écoute et des très bons échanges avec, avec les garants et voilà. Pour nous, la CNDP, c'est, je dirais, un peu une interface nécessaire entre nous, qui avons quand même des difficultés à se faire entendre, et puis en termes de moyens aussi. Et puis les maîtres d'ouvrage qui, eux, sont souvent voilà, quand on a affaire EDF, RTE, mais ça peut être Total Energy ou autre, ou Arcelor, c'est compliqué. Donc la CNDP joue toujours ce rôle de rééquilibrage, je dirais. Donc merci aux garants de la CNDP. Bien. Merci beaucoup, encore une fois, à toutes et tous, aux participants, aux animateurs, aux invités. Et puis, donc, on pourra peut-être, sous une forme ou une autre, poursuivre, donner une continuation à ce travail. Et donc, Étienne, tu peux nous rappeler la concertation qui s'ouvre le 2 avril. C'est du 2 Voilà, avril. réunion d'ouverture à Fos le 2 avril et en visio, donc vous pouvez aussi vous connecter en visio. Vous avez tous les éléments sur le site dont j'ai donné l'adresse tout à l'heure. Et puis ensuite, toute une série de réunions thématiques. Alors, le débat public, c'est pas que des réunions publiques thématiques, hein, c'est plein d'autres moyens. Et pas que cahier d'acteurs non plus, il y a plein d'autres choses. Mais voilà, vous pouvez déjà regarder ça. Il n'y a pas encore toutes les dates sur le site, je m'en excuse, mais pour le 2 avril, en tout cas, vous avez tous les éléments. Et la première réunion à Martigues sur les questions d'hydrogène et de nouveaux procédés, là, regardez un peu en détail de quoi il s'agit, quelles matières sont concernées, quels process industriels sont envisagés. Ça, c'est le 23 avril à Martigues. Et donc, la période, c'est du 2 avril au début de l'été, c'est Au ça? 13 juillet, oui, c'est ça. 13 Au 13 juillet. juillet, fermeture du site, ouais. Très bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir, bonne soirée.